Merci, bienvenue, bonjour, bravo. Merci Delphine de m'accueillir. Avec grand plaisir. Tu vas bien? Ça va impec et toi? Au taquet. Eh ben écoute, je sors d'un rendez-vous client là, à 1h30. Je suis dans le dynamisme le plus total. Ok, alors comment ça va se passer? L'idée c'est qu'on papote tout ça de ton parcours, ton vécu, tes déceptions, tes joies, tes réussites, tes échecs, bref, tout. Pendant vaguement 30 minutes à la louche. Hein. Enfin, voilà, c'est un peu moins, c'est un peu moins, un peu plus, c'est parfait. Et puis, il y a un petit temps pour prendre des questions si on en a, alors, soit dans le chat, soit des personnes qui voudraient, et ce serait trop cool, mettre leur micro et caméra. Et puis voilà, puis on déborde pas trop. Parce qu'après, il faut faire un autre travail. Voilà. Ok. Bon, bah, moi, j'ai envie de commencer. S'il y a des retardataires, je les accepterai au fur et à mesure. Si, je te remercie de nouveau. Je suis super contente parce qu'on n'a quasiment pas eu de consultants chez Résalliance. Il y avait eu la présentation de mon métier à la toute première de Résalliance, quand Asia m'a arrivé. Tu l'avais regardé? Oui, peut-être pas en entier, mais je l'avais regardé. C'est pas grave. Ah, ça, c'est une question qu'on s'était posée au niveau des formats, si ce qu'on faisait était un petit peu long. Après, quand on est en live, quand on est dans le truc, on discute. Enfin, moi, je vois pas le temps passer. Après, à regarder derrière en replay, c'était un peu long. N'hésitez pas à donner votre avis aussi dans le chat. Voilà, tout est possible. On peut échanger sur tout ce qu'on veut. Ou en commentaire de la vidéo en replay. Mais carrément. Merci, Cécile. Ok, alors Cécile, tu es docteur en biologie et tu es consultante en validation des systèmes informatisés. Oui. Alors moi j'ai découvert, je crois que c'est marqué VSI sur Oui, ton profil LinkedIn. c'est ça. On va bientôt savoir ce que c'est. Je suis allée chercher l'acronyme, hein, je ne le connaissais pas. Mais je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter rapidement où es-tu voilà, tu as passé ta thèse quand, sur quel sujet? Alors, on va commencer par le commencement. Donc, j'ai soutenu ma thèse en génétique sur la régulation post-transcriptionnelle des ARN messagers chez Cenorhabditis elegans par les micro-ARN. C'est un peu long, c'est de l'ARN qui régule de l'ARN. Pour vulgariser très vite, pour ceux qui ne seraient pas généticiens, je m'amusais à faire des vers fluorescents et à voir où ils étaient fluorescents. Ouais. Ah, bah alors ça, c'est tout de suite plus sympa. Et la fluorescence, alors, elle témoignait de quoi? De ces modifications d'ARN messager ou pas du tout? Exactement, on avait conçu un double rapporteur qui nous permettait de voir les différences d'expression en fonction justement des zones de régulation. Et c'était toute régulation confondue? Alors, on ciblait, ça rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, on ciblait, en fait, les micro-ARN interviennent au moment, au moment où l'ARN messager est encore, n'est pas maturé. Et en fait, il vient se fixer en quelque sorte sur une zone non codante qui est en général dans la région 3' qui est non transcrite en protéines par la suite. Et il va adresser cet ARN à la zone de dégradation. Donc, en fait, l'idée qu'on avait, c'était on mettait une protéine de fluorescence avec une zone 3' UTR qui n'était pas régulée et une deuxième protéine de fluorescence avec potentiellement une régulation. Et donc, on observait à quel endroit c'était régulé. Voilà. Ok, super Et cadeau. à quel moment. C'est un peu ma journée biologie Voilà. Enfin voilà, mon métier actuel est plus forcément beaucoup en lien avec la biologie, mais j'avais un client en immuno ce matin et là, je me régale. Je retourne à ma première passion. Est-ce que tu as fait 3 ou 4 thèses? J'ai fait 3 ans de thèse. Ah, pardon, on a irruption d'Asia. Asia, bienvenue parmi nous. Tu as mis un petit cœur sur ton profil, je ne sais pas comment tu as fait. Asia est fan de tes histoires de verre fluorescent en tout cas. Super. Alors, 3 ans, ça t'a pas paru court? Moi, j'ai fait 4 ans, j'ai pas vu le temps passer. 3 ans, ça t'a suffi? Alors, c'était court. Ça aurait été super chouette de faire une 3e année, mais mon école doctorale était extrêmement stricte sur l'attribution de 4e année. Donc, il aurait fallu faire. Alors, il aurait déjà fallu avoir un financement.
Et même en ayant un financement, ce n'était pas garanti que je puisse continuer. Après, voilà, c'est vrai que c'est une décision qui a été prise pour limiter justement le fait que les laboratoires étendent beaucoup les thèses. Oui. Donc après, ça, on rentre dans des questions de est-ce qu'une thèse en 3 ans, c'est bien? Est-ce qu'une thèse en 4 ans, c'est mieux? Est-ce qu'une thèse en 5 ans, ça devient trop long? Je crois que les études aux États-Unis où les thèses peuvent durer très longtemps ont montré qu'en dessous de 5 ans, c'était la bonne durée. Au-dessus de 5 ans, en général, ça ne donne pas de bons résultats. Donc voilà, après, ce sont des décisions, je vais dire, presque politiques. Mais c'est vrai que 3 ans, c'est court. 4 ans, je pense que c'est une bonne durée. Mais là, ça rentrait dans des choses sur lesquelles on n'avait pas vraiment de prise. Ouais. Il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas, effectivement. Après, mais c'est intéressant par rapport à ce que, comment nous, on vit la thèse. Est-ce que 3 ans, on a largement eu sa dose ou pas? Moi, j'ai fait 4 ans, j'étais très contente parce que pour l'année que j'ai eue en plus, j'ai pu, alors pas forcément aller au bout de tout, mais bref, ça a été bénéfique. Et puis, ah ouais, non, mais 5 ans ou au-delà, ça me paraît, rien d'y penser, ça me fatigue. Et ouais, je crois qu'aux États-Unis, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait 7 ans de thèse. Donc 7 ans pour les USA, je Oui, ne sais pas oui. si c'est un truc de fou ou si c'est fréquent, mais 7 ans, je me suis dit, mais waouh, au secours. Mais 7 ans, c'est long quand même. Moi, j'ai fait ma thèse de 2011 à 2014. Ok. Je me dis, ça m'aurait amené à finir ma thèse en 2018. Quand même. C'est vrai que vu comme ça, tu dis waouh, mais entre 2014 et 2018, tu as fait plein d'autres choses. C'est Euh, ça. Est-ce que tu peux nous partager rapidement, est-ce que tu as bien vécu ta thèse, alors que ce soit pour un point de vue humain, ou par rapport au sujet, par rapport à l'ambiance ou la ville où tu étais? Tu étais où d'ailleurs? Alors, j'étais à Bordeaux. Je suis de nouveau à Bordeaux. J'aime bien Bordeaux, c'est important. Donc, j'ai fait toutes mes études, licence, master et doctorat à l'Université de Bordeaux. Et j'ai été prise en thèse dans une équipe de l'Institut européen de chimie et biologie. Et j'ai eu la chance d'avoir un super directeur de thèse. D'ailleurs, Denis, si tu regardes la vidéo, coucou. On peut passer des dédicaces, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, un super encadrement. Le sujet, en fait, était très bien. Comme tous les sujets de recherche fondamentale, ben, il a rebondi pendant 3 ans avec ses hauts et ses bas. Parfois des grands moments de solitude en face de la paillasse. Mais je pense que ça a été une expérience extrêmement formatrice qui m'a permis vraiment de grandir, d'évoluer et puis d'acquérir des compétences qui aujourd'hui me servent. Les capacités d'absorber des nouvelles informations très vite, par exemple, et de les ressortir de manière extrêmement synthétique. Ça, c'est ce qu'on fait quand on fait nos abstracts de présentation pour les congrès, les publications, tout ça, on est souvent limité en termes de taille. Et cette capacité finalement de synthétiser, d'expliquer, de rassembler l'information et même de la connecter parfois de manière, je ne vais pas dire surprenante, mais d'une manière un peu bizarre par rapport à ce que font les gens, tout ça, c'est des choses que j'ai cultivées pendant ma thèse. C'est excellent que tu soulignes ça, d'autant plus que d'une part, dans la nature de l'activité, dans le consulting, tiens, j'en parlais sur LinkedIn avant, on ne savait même pas ce que c'était. Donc, d'une part, tu soulèves ces compétences-là utiles pour le consulting lui-même et dans une application d'un domaine qui n'a rien à voir puisqu'on parle d'informatique et pas de biologie. Oui, et j'ajouterais aussi que pendant la thèse, pendant 3 ans, on est là, on est nourri, enfin, ou 4 ans, ça marche aussi. On est là, on a cette deadline au bout, donc il faut vraiment qu'on soit dans ce marathon avec cet objectif et puis tous les objectifs intermédiaires. Et on a aussi parfois nos responsabilités de gérer nos ressources, parfois de l'encadrement de stagiaires. Donc en fait, tout ça, c'est aussi des choses qui se retrouvent ailleurs et partout. Ça cultive les relations humaines, le fait de demander à un collègue, à un collaborateur de faire quelque chose, le fait de communiquer avec d'autres humains, le fait d'échanger avec d'autres scientifiques, tout ça, c'est des choses qui sont aussi hyper importantes.
carrément. Ok, alors est-ce que tu peux nous dire, c'est une question que j'aime bien, désolée, hein, je pose parfois les mêmes questions. Ta thèse, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais on ressent quand même qu'il y a eu un certain plaisir à mener ton projet avec ce fameux Denis. Et alors, vers la fin de la thèse, est-ce que, ou même avant, je ne sais pas, est-ce que tu savais que tu voulais absolument continuer dans la recherche ou justement pas, être toujours dans les sciences, mais peut-être une autre? Enfin, que, quelle idée tu t'es fait en fait au fur et à mesure de la thèse pour ta réflexion d'après-thèse? Alors, mais c'est marrant parce que ça fait tout à fait partie de la construction de mon projet et de mon aventure. Donc c'est bien parce que tu vas la dérouler, j'ai pas besoin de la raconter d'un Mais... bloc, ça va être super. Et on n'a pas Heu trop préparé. et donc pendant ma thèse, j'ai participé à une compétition qui s'appelle l'iGEM, qui est organisée par le MIT de Boston et qui consiste à développer un projet, appliqué, c'est-à-dire à modifier une petite, bactérie, ou une levure ou un champignon pour en faire une application. C'est donc, une machine génétique en quelque sorte. Et en fait, de travailler sur quelque chose de plus concret, je me suis dit que j'aimerais beaucoup aller dans la recherche, mais vraiment sur du concret, donc plus sur du fondamental. Et voilà, sans vouloir faire de gros raccourcis, souvent recherche publique fondamentale, recherche privée plus appliquée. Donc, c'est ça qui effectivement m'a orientée en me disant, bon, finalement, la recherche académique, c'est peut-être pas pour moi. J'avais aussi beaucoup de mal à me, je ne sais pas comment le tourner intelligemment, je n'arrivais pas à me projeter dans le fait de moi me poser la question de la recherche. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à savoir sur quel sujet moi j'aimerais avancer, à quelles questions je voudrais répondre en fait. Comment construire ce sujet de recherche? Finalement, j'étais guidée par mon directeur qui avait lui déjà pensé ce sujet en amont. Mais moi, je me disais, OK, est-ce que dans 3, 4, 10 ans, je me vois, moi, me poser une question à laquelle j'ai envie de répondre? Et à la fin de ma thèse, la réponse était que je ne me sentais pas forcément capable de poser les bonnes questions. Ok, ben, c'est humble de le reconnaître, je trouve, j'aime bien. Ah, bah tiens, je demandais un petit peu, pardon, petite pause. Nous avons une collègue à toi, si je comprends Mais bien. oui, mais qui es-tu? Alors, bah, Et je sais. Audrey, pardon, on s'est vu à Bordeaux, je sais pas si tu te rappelles, à la Star Wars, je suis Oui, venue oui, pour c'est bon. regarder un peu par curiosité et mon compagnon fait une thèse, donc je me suis dit, ah, ça serait intéressant de voir un peu comment on peut déboucher la thèse au consulting. Eh Voilà, bien, super. Eh bien, merci de participer. de rien. Merci Audrey pour ton petit coucou. Ok, donc tu pars avec donc Cécile, tu as cette expérience qui te fait comprendre que tu aimerais aller vers du plus concret. Et alors, comment tu mets ça en place? Enfin, quelles sont tes idées? Qu'est-ce qui t'arrive après ta soutenance? Alors, après ma soutenance, dans un premier temps, il ne m'arrive pas grand-chose, puisque je me retrouve au chômage. Et c'est important de le dire. Je suis restée au chômage pendant 1 an. C'est pas hyper cool parce que le chômage après la thèse est pas hyper élevé. Donc, je vous avoue que j'ai des recettes de pâtes et de patates, mais au top. Heu Mais du coup, je suis tombée sur une espèce de période de crise. On a été assez nombreux à pas trouver de travail, que ce soit en recherche de post-doc ou de job même en termes d'ingénieur de remplacement. On a été beaucoup dans mon entourage à se retrouver au chômage, donc en 2015. Est-ce qu'il y a eu une sorte de mini crise? Après, j'ai parlé avec d'autres gens, d'autres pays qui ont eu, aussi cette même mini crise en 2015. Donc, je me dis: «Voilà, c'est pas forcément que de ma faute». Et donc pendant cette année 2015, j'ai mené une recherche d'emploi active, qui était pas forcément, évidente. J'ai eu plusieurs entretiens qui se sont plus ou moins bien passés et finalement j'ai postulé puisque, j'ai fini ma thèse assez jeune, j'ai postulé sur un VIE, qui est donc un volontariat international en entreprise et j'ai été prise pour un poste de Excellent. chercheuse, en VIE, voilà. Trop cool. Alors attends, je voulais juste revenir sur un point. J'essaye voilà, de repérer des choses au fur et à mesure de ton partage. Ce que j'ai relevé d'intéressant dans ce que tu as dit juste avant, c'est que voilà, tu te sens un peu perdu, tu es au chômage, bon, c'est pas forcément très cool.
ni au niveau financier, ni au niveau de se dire bah, je vais faire quoi, où, quand. Euh, mais j'entends que tu es resté en contact. Alors, ton entourage, c'était des copains de thèse ou je sais pas qui. Mais, Oui. et ça, c'est bien. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Donc, c'est ce que je voulais. Enfin, voilà, toujours ne pas hésiter à discuter avec les autres. Et en plus, ça t'a permis de mettre ta propre problématique en perspective. Et alors, c'est pas pour ça que c'est plus agréable, mais tu Non. dis, bon, ok, on galère tous. Bah, des fois, c'est vrai que surtout quand on n'a pas d'emploi à la sortie de la thèse, et puis on peut se sentir un peu désarmé quand on rencontre vraiment des grosses entreprises pour la première fois avec leur process. Enfin, voilà, ça, c'est aussi tout un pan de choses. On peut être très intimidé, ne pas forcément savoir très bien se présenter. Ça, c'est quelque chose d'important que j'aimerais faire passer comme message aux docteurs, futurs docteurs. Vous êtes effectivement d'excellents spécialistes. Vous êtes des spécialistes de votre sujet de thèse. Si je cherche quelqu'un pour faire un double rapporteur fluorescent, je me recommanderai moi-même. Cependant, la plupart des entreprises, ce n'est pas vraiment ce qui va les intéresser. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux leur vendre vos autres compétences et vous pouvez transformer tout ce que vous avez fait en thèse, vous pouvez le valoriser en le rendant plus générique. Et ce n'est pas forcément les détails du sujet de la thèse qui vont intéresser. Sauf si vous partez dans un postdoc sur le même sujet, allez-y, vendez tout. Carrément. Mais voilà. Excellent. Petite parenthèse, tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression de m'entendre parler moi-même par rapport à Reza Coaching. Donc on en parle voilà, avec Asia, donc pour accompagner à la recherche d'emploi et tout ce qui est à ce côté, tu as dit transformer des compétences ultra spécifiques, spécialisées, etc., les rendre plus transversales pour des autres métiers ou des autres domaines, voilà, etc. Ça marche, ça existe, c'est pas du vent en fait. Non, Enfin, non, et ça marche bien. s'apprend. Donc vous pouvez l'apprendre par vous-même ou faire aider. Franchement, il y a plein d'articles sur le net sur le sujet. Après, pour le côté spécifique docteur, doctorant, voilà, c'est ce qu'on fait nous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferme ma parenthèse. Ouais, je rajoute, maintenant le doctorat étant enregistré au Registre national des formations diplômantes, vous trouvez la liste des compétences qui est associée au doctorat sur le site du service public, enfin là-dessus. Vous pouvez largement vous en inspirer. Mais excellent. Écoute, je vais regarder. Je ne pense pas avoir cette ressource-là. Alors, Laura, docteur en neurosciences, actuellement ingénieure de R&D dans une entreprise en CDD. J'ai découvert le métier de consultant il y a peu, mais c'est quand même un truc de dingue qu'on découvre ça si tard. Est-ce qu'on est tous nuls ou que les informations ne circulent pas? J'ai envie de dire la réponse B. C'est la réponse B. Mais ça, c'est une contradiction que je continue de pas comprendre. Notre métier, c'est de poser des questions, d'aller chercher des réponses, des nouvelles réponses. Et il y a quand même des choses qu'on ne trouve pas. Donc, il y a bien, il me semble, un problème. Enfin, bref. Cette interview de son papy pour en savoir plus. Je suis ravie, Laura. Niveau consulting, il y a ma première interview aussi. Alors, il faut bien entendre que consulting, c'est, on va dire, peut-être une façon de travailler, mais après, il y a tellement de domaines différents. Donc, pour ma part, c'est le financement. Pour ce qui est de Cécile, c'est l'informatique, si je généralise. On en saura plus tout à l'heure. Et pour une future interview, on voulait aussi inviter quelqu'un qui soit plus vraiment en R&D, biologie, chimie. Donc, donc, il y a plein de choses qui se cachent derrière ce métier-là. Il ne faut pas hésiter à aller farfouiller. Ok, alors Cécile, on revient à ce VIE. J'avais presque oublié que ça existait. Est-ce que tu peux nous redire un peu comment ça fonctionne? Tu lui as parlé de ton âge, donc il y a une condition d'âge. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, donc, il y a deux types. Alors, c'est du volontariat international. Ça veut dire que c'est organisé par le gouvernement français. Donc, et le plan, c'est de partir à l'étranger. C'est forcément des VIE, c'est à l'étranger. En fait, c'est un échange. Alors, il faudrait que je relise le site internet pour avoir, parce qu'ils présentent ça très bien. Ils font vraiment un échange, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit des entreprises qui sont installées en France, qui ont des sites à l'étranger, qui détachent du coup des personnes depuis la France vers l'étranger. Donc normalement, c'est vu vraiment comme un échange.
Et par contre, donc là, alors je veux dire, c'est à la fois fatigant et pas fatigant. Comme ce sont des indemnités fixes qui sont gérées par décret, vous n'avez pas de négociation de salaire, vous savez à l'avance combien vous allez être payé. Donc il n'y a pas de il y a vraiment pas la partie négociation salariale, qui est encore quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à la sortie du doctorat. On n'a jamais fini d'apprendre. Et en fait, du coup, c'est donc qu'il y a effectivement une limite d'âge puisque c'est censé être formateur pour les jeunes. Donc, il faut avoir moins de 28 ans au jour du début du VIE. C'est-à-dire D'accord. que vous pouvez partir avec 28 ans moins 2 jours, ça passe. Et donc oui, moi je suis partie, mais j'étais pas très loin, hein, j'étais pas très loin de la deadline puisque j'ai commencé 5 mois avant mes 28 ans. Donc, D'accord. Et alors, juste pour la forme que ça prend, en gros, c'est un CDD dans cette entreprise qui a un pied à l'étranger? Ou c'est... alors oui, il y a des VIE, donc il y a des durées qui sont fixées au départ. Alors je n'ai pas l'adresse du site web en tête, mais si vous tapez volontariat international en entreprise, vous allez forcément tomber un moment sur le site. Ah voilà, il y a Pierre qui nous a mis le texte. Merci. Et Ouais. Pour la pour- suite, vous pouvez trouver le site du VIE aussi pour mettre en lien, c'est top. ouais, je remettrai tout, voilà, sur YouTube, sur LinkedIn, voilà, tout ce que tu peux mentionner. Voilà. Je le dis. Donc effectivement, on part pour au départ une durée fixée. Il faut savoir que cette durée peut être prolongée. Excusez-moi une petite seconde. T'inquiète. Hop, ce sont les risques de la salle. Une personne Donc, souhaite participer. non, les VIE sont donc, ils ont donc une durée qui va de 6 mois à 2 ans. Donc, le maximum qu'on peut faire en VIE, c'est 2 ans. Moi, je suis partie initialement pour un contrat d'1 an qui a été prolongé d'une deuxième année. Donc, je suis restée 2 ans en VIE. Et ensuite, comme mon entreprise m'aimait bien, j'ai fait un petit remplacement en intérim localement. Voilà, Ok. pour 6 Alors, mois de plus. j'ai très hâte de creuser cette histoire-là. Juste pour info, je me permets de poser la question, bah, parce que c'est important. Tu as parlé du salaire. On peut savoir à peu près. Alors, en VIE, c'est particulier parce que du coup, on est dans un régime un peu bizarre. En fait, on a des indemnités, donc pas un salaire. C'est très important Ok. parce que ce qu'on touche en étant en VIE, on ne cotise pas pour le chômage. Ok. Mais par contre, nos semestres sont comptés pour la retraite. Et ce qu'on touche n'est pas imposable. Intéressant, d'accord. Donc, en fait, on passe dans un régime fiscal très particulier puisqu'on doit déclarer qu'on a 0 € à tous les impôts, donc les impôts locaux du pays et à la France. Donc, ça donne des anecdotes très drôles ensuite. Ce sera peut-être pour une autre session. Les galères des gens qui naviguent entre les pays. Et de tête, l'indemnité à l'époque était un peu plus de 1 700 €, je crois, autour des 1 700 € par mois. Alors, il faut savoir que l'indemnité dépend du pays où vous partez. Moi, D'accord. comme j'ai été en Belgique, c'est frontalier, donc j'avais pas beaucoup d'indemnités. Si vous allez dans des pays qui sont où le coût de la vie est plus élevé ou qui sont plus éloignés, donc vous allez devoir faire des plus longs trajets, ou par exemple, il faut que vous habitiez dans certains quartiers ou résidences sécurisées, tout ce qui a un coût, ça va majorer les indemnités, donc qui sont fixées par décret. C'est-à-dire qu'il y a des gens en VIE qui ont des indemnités de 3 000 € par mois parce qu'ils sont dans des pays où c'est cher, où il faut être dans des endroits Mhm. sécurisés. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ça, c'est des indemnités en fonction du pays. Ok. Il y a une indemnité fixe plus une indemnité géographique. Voilà. Je crois que je m'y étais intéressée, mais alors ça a pu évoluer, voilà, si c'était il y a quelques années. Mais en tout cas, si en fourchette basse, on est vers 1 700 €, c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, moi, c'est significativement plus que ce que j'avais en thèse. Du coup, par défaut, je me dis, bah, c'est pas mal cette histoire de VIE. Voilà, à l'époque, c'était plus que ce que j'avais en thèse, donc j'étais contente. Et puis comme c'est non imposable et qu'on a aussi d'autres avantages de type une assurance santé, etc., du coup, Ok. c'était vraiment super cool. Enfin voilà, Ça c'est fait- une ça fait- très bonne expérience, le VIE.
Ouais, il y a le côté durée déterminée, voilà, qui peut pencher vers la précarité, mais bon, après, ça peut être une expérience temporaire aussi sympa. Alors, du coup, pourquoi la Belgique? Et qu'est-ce que tu as fait pendant ton VIE? Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon VIE? J'ai goûté plein de bières locales. Non, c'était pas la question. Euh, Alors, j'ai été recrutée dans une équipe, donc j'ai été recrutée chez UCB. Voilà, dans une équipe qui fait des tests de criblage pour sélectionner les molécules à potentiel thérapeutique. Super. Voilà. Donc en fait, ils m'ont recrutée plutôt sur le fait que j'avais pas l'air trop stupide et que j'avais l'air de connaître le sens dans lequel fallait tenir une pipette. Alors, Cécile, il faut que je t'engueule un petit peu. J'avais pas l'air trop stupide. On est là pour Ouais. dire qu'on est badass. Tu es docteur, tu as des compétences. Oui, tu sais dans quel sens on tient une pipette, mais tellement de choses. Bon, je te taquine. C'est ça. Non, mais en fait, je dis ça en rigolant, mais c'est parce que finalement, là, je passais donc en thèse, je travaillais vraiment sur des ARN et donc je faisais très peu de protéomique. Et là, je suis passée vraiment sur de la protéomique et en plus donc des applications de criblage, donc de sélection de molécules chimiques, ce que je n'avais jamais fait. Donc en fait, je n'avais pas vraiment les connaissances sur ces sujets-là. Donc ils ont misé sur ma capacité justement à les acquérir très vite. Génial ça. Voilà. Donc j'avais préparé donc l'entretien. J'ai fait un premier entretien téléphonique, donc en anglais évidemment, Ok. puisqu'on avait des directeurs qui étaient, enfin même des directrices à l'époque qui n'étaient pas franchement francophones. Donc du coup, un premier entretien en anglais. J'ai fait un second entretien où ils m'ont invité à venir pour la journée et où j'avais préparé une présentation. Et en fait, je m'étais un petit peu amusée sur cette présentation, puisque comme c'est une entreprise pharmaceutique, ils ne font pas forcément la promotion de ce sur quoi ils travaillent, donc ça reste sur un sujet très très vague. Et donc, je leur avais concocté une petite présentation sur comment Cenorhabditis elegans peut être utilisé dans la sélection de molécules potentiellement thérapeutiques. Excellent. Donc, tu as fait un lien entre ton sujet de thèse et puis leur réalité à eux, quoi. Voilà, j'aurais pu simplement leur présenter ma thèse, mais j'ai trouvé ça plus intéressant de leur dire, voilà, cette thèse, je l'ai terminée et j'ai appris des choses et en fait, je peux vous apporter des connaissances et je comprends aussi vos problématiques et je vous propose une piste. Bon, voilà, on n'a jamais utilisé Cenorhabditis elegans parce qu'on travaillait beaucoup sur effectivement des choses d'ordre neurologique et que pour le coup, c'est pas du tout adapté. Effectivement. Je trouve ça vraiment génial. Ça a dû les surprendre agréablement que tu aies pris, que t'aies pris le parti de proposer quelque chose de nouveau et d'original par rapport à juste. Alors, même si ça peut être un diaporama, une présentation absolument géniale, pendant ma thèse, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et d'avoir fait le lien entre les deux, je trouve ça super cool. Bravo. Oui, ça peut être une bonne approche. C'est une approche que je conseille régulièrement quand les gens ne savent pas trop. Je leur dis, mettez d'un côté ce que vous savez faire, de l'autre côté ce que vous voulez faire, et puis hop, 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 on y va. Ouais. On essaye de connecter les points. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, encore une fois, que j'aime bien ce que tu as fait, parce que ça se voit que tu te projettes dans le futur, parce que tu racontes ta thèse, alors tu peux avoir des super compétences orales avec des super slides, super bien expliqués, des concepts compliqués, etc. Mais c'est le passé, et en gros, qu'est-ce que tu vas utiliser et comment pour la suite? Et du coup, c'est sûrement ce que tu as fait. Bref, je suis fan, Asia aussi, visiblement. Du coup, il se passe une année et puis finalement une deuxième qui n'était pas forcément prévue à la base. Et, Voilà. et, et après. Et après, du coup, j'ai une collègue qui est partie en congé maternité et qui travaillait sur les mêmes sujets que moi, donc je pouvais parfaitement me substituer à elle, ce qui lui a permis de passer du temps avec son bébé et moi de continuer 6 mois supplémentaires. Ok. Et pour le coup, là, à la fin, c'est moi qui ai... Alors, j'avais la possibilité de prolonger un tout petit peu, mais là, pour le coup, cette prolongation devenait encore moins incertaine.
Alors ça, c'est moi personnellement. J'aime bien qu'il y ait une date de fin. Enfin, soit il faut pas de date de fin, soit il faut une date de fin. Mais mon Pas objectif, perdu c'était quelque part, il y en a une, mais on la connaît voilà. pas. En fait, mon objectif était de commencer à rentrer en France pour des raisons surtout personnelles. Et du coup, cette expérience à l'étranger, c'était très bien. Maintenant, je voulais me rapprocher de ma famille, revenir dans la région bordelaise. Donc, j'avais cet objectif-là. Donc, j'ai commencé à travailler dans cette direction. Et en fait, c'est là où je dis, comme il n'y avait pas de date de fin, c'est que là, c'était pour remplacer une personne qui malheureusement était en burn-out. Ok. Et en fait, du coup, sa date de retour était tout à fait incertaine. Donc, elle pouvait revenir la semaine suivante, comme 6 mois plus tard. Ou peut-être jamais, si Ou elle voulait peut-être plus jamais. revenir. Qui, moi, me mettait dans la position inconfortable d'être un peu coincée. Et puis, on n'organise pas un déménagement. Je sais qu'il y a des gens qui vivent très bien avec une valise et un sac à dos et qui partent du jour au lendemain. Mais moi, j'étais venue dans mes bagages avec un chat, un conjoint, des meubles. Enfin, voilà, j'avais embarqué 2-3 trucs, donc je ne peux pas repartir juste allez, on met dans la voiture, on y va. Il fallait un tout petit peu plus d'organisation. Donc, du coup, moi, cette date de fin totalement incertaine, qui pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Parce qu'à l'époque, donc en Belgique, les contrats peuvent se faire vraiment de périodes courtes. C'est-à-dire que mes 6 derniers mois, en fait, j'avais des contrats par semaine. Oh, ouais, ça fait intérim. Je crois que ça m'aurait pas plu non plus. On sait pas, on s'investit, on y va, et si la semaine d'après on dit bon bah salut. Voilà. Alors du coup, avec ma collègue qui était en congé maternité, on était globalement à peu près sûrs de la visibilité qu'on avait elle pouvait nous prévenir. Là, c'était que du positif. C'est parfaitement normal de s'arrêter quand on a un enfant. Donc, c'est du positif quand elle revient. Donc, on avait cette possibilité de voir la date. Après, la personne qui est arrêtée et qui prolonge les arrêts au fur et à mesure, moi, ça me mettait dans une situation inconfortable. Donc, j'ai dit, je suis désolée, moi, je ne vais pas accepter ça. Si c'était plus simple, oui, mais là, ça ne correspond plus aux bonnes opportunités. Yes. Bah, je comprends très bien et c'est très bien que tu aies pu le dire. Alors même si le travail, l'ambiance, la ville, etc. Te plaisait, mais la Formidable. condition, non. Et il fallait, c'est important de le dire, mais surtout si après tu ressens un mal-être. Alors on vous conseille pas forcément d'être ultra pointilleux de A à Z. Je pense qu'avoir des légères, un sens aussi des compromis et de tolérer certaines choses, oui. Après là, si ça te met en position vraiment inconfortable, bah non. Oui, il y avait des choses en plus en Belgique. On ne peut pas quitter un appartement qu'on loue en dehors de la date anniversaire du bail. Donc, et il faut donner un préavis. Enfin, il y avait aussi des implications légales. Et si on part, on est redevable du reste des loyers. Donc, s'il mettait fin à mon contrat un mois après que j'ai renouvelé mon bail, je devais quand même payer encore 1 an de loyer, mais Super. sans revenu. Alors, non, ça ne l'aurait pas fait du tout. Non, voilà, donc c'est là où je dis, mais mon ancienne chef et mon ancienne équipe étaient absolument formidables. Je pense qu'ils ont tous compris mon souhait de rentrer en France et qu'ils ont tous accepté cette décision. Et franchement, je les ai quittés avec vraiment un gros pincement au cœur parce que c'était 2 années et demie absolument fantastiques où j'ai appris énormément de choses. Trop cool. Bon, bah, le bilan est positif et puis si tu t'écoutes pour terminer une expérience, c'est une bonne fin, si je puis dire ça comme ça. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, donc tu dis non et tu rentres à Bordeaux. Et je rentre à Bordeaux chez Et ma maman. ouais. Parce que les gens, ils veulent pas louer des appartements à des personnes qui n'ont pas de salaire en France. Ils sont un peu regardants sur ce genre de trucs. Du coup, je dis ça t'ennuie, maman, si je reviens un tout petit peu? Elle a dit non, donc ça va. J'ai pu m'installer là et j'ai commencé. Alors, je suis rentrée au début de l'été. J'ai commencé à chercher un travail début juillet, ce qui n'est pas forcément la période la plus propice à la recherche Oui, c'est d'emploi, on ne clair. va pas se Et tu mentir. cherches quoi? Alors, à ce moment-là, j'avais un petit peu j'allais dire recalculé mon projet professionnel et je cherchais principalement en CRO. Mhm. Donc, les CRO sont les Contract Research Organization.
Ce sont des entreprises qui proposent des services de support, de test, de développement, à la fois de la R&D et des choses appliquées, des tests de screening, des tests d'analyse, qui sont généralement proposés sous forme de catalogue et qui sont donc des entreprises support aux laboratoires pharmaceutiques ou aux sociétés et qui mettent donc à disposition des compétences. Alors la différence avec le consulting, c'est que par contre le CRO est sous-traitant et a son propre site. Le consulting, on nous envoie chez le client. Voilà. Ouais. Ok, je te remercie, la présentation est très claire. Et comment tu as eu connaissance de ces CRO? Parce que moi, j'ai découvert ça vraiment plusieurs années après ma thèse. Voilà, je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas que ça pouvait m'intéresser d'une façon ou d'une autre. Eh bien, comme j'étais chez UCB, qui est une entreprise pharmaceutique, on travaillait, nous, en R&D, avec les CRO directement. Pardon. Et du coup, tu voulais travailler dans ces conditions-là et c'est ça que tu as mis en mots-clés pour ta recherche d'emploi. Alors, je cherchais là-dedans, j'avais plusieurs pistes, mais, la meilleure piste que j'ai trouvée est venue boire un coup avec moi. Ah, Une copine de lycée, fac, avec qui on s'est suivi un petit peu, qui, elle, à la fin de son master, a trouvé un poste de consultante. Et je discute avec elle, je lui explique voilà, actuellement ce que je cherche, mon projet professionnel, ce qui m'a éclaté dans mon poste précédent et du coup pourquoi je veux aller en CRO. Et elle me dit, mais Cécile, si ça t'éclate, pourquoi tu viens pas être consultante? Conçu quoi? pardon, de quoi on parle? Et donc, c'est elle alors qui t'a expliqué le métier, comment il fonctionne, etc. Donc, elle m'a expliqué le métier, mais elle a aussi pris mon CV qu'elle a donné à son manager. Son manager m'a rappelé, j'ai passé des entretiens et ils m'ont offert un poste. Et paf, ok, bon c'est excellent. Là, c'est une des plus belles démonstrations de raconter aux gens ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous cherchez. Parce qu'en allant boire ce verre, je ne pense pas que tu pensais que ton CV allait circuler, etc., etc. Pas du tout. Je voulais prendre un verre avec une copine qui était de passage à Bordeaux. Bon, j'adore l'anecdote. Alors, et est-ce que donc maintenant, alors le temps file, est-ce qu'on peut rentrer vraiment dans le pif, le dur, C'est sûr. Allons-y. le métier? Donc tu es consultante, j'ai parlé d'informatique, on a parlé de VSI, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu aimes bien? On veut tout savoir. Alors, je vous rassure, déjà chez mes clients, il y en a plein qui ne savent pas ce qu'on fait. Donc, peut-être aujourd'hui, on va lever le mystère. Vous pouvez prendre le time point pour commencer. Donc, la validation des systèmes informatisés, tout simplement, c'est l'application des règles et des normes européennes, internationales, locales aux systèmes informatiques qui rentrent dans la fabrication, soit des dispositifs médicaux, soit des médicaments, soit des cosmétiques, qui vont donc avoir un usage, une finalité destinée à un patient ou, dans le cas des cosmétiques, un client. Mais on va parler plutôt de patients par rapport au domaine de la santé. Donc, je ne suis pas très calée, mais je pense qu'en nutrition et sur la production des aliments, ils doivent être aussi à peu près rigoureux. Mais en tout cas, c'est important dans le domaine de la santé parce que on va avoir beaucoup d'étapes de contrôle et de plus en plus, ces étapes de contrôle, elles sont médiées par des équipements qui sont pilotés par des ordinateurs. Et donc, il faut qu'on puisse garantir que toutes les opérations effectuées sont de qualité suffisante et qu'on puisse aussi assurer la traçabilité de ce qui a été fait sur ce produit, sur ce médicament, comment il a été contrôlé. Et, alors, c'est triste à dire, mais c'est surtout en cas de problème que ça va être très vite vérifié. C'est que si jamais il y a un lot qui pose un problème, qui est défectueux ou pire, pire, qui peut mettre en danger directement les clients, parce qu'il y a des incidents qui sont moins graves que d'autres, mais peuvent mettre vraiment, on peut vraiment mettre en danger la vie des gens si les médicaments ou les dispositifs médicaux sont défectueux. Et donc à ce moment-là, on va commencer à remonter toute la chaîne de production pour voir où il y a pu y avoir un problème, pourquoi on ne l'a pas détecté, et
je ne vais pas dire chercher des responsabilités, mais oui, on engage chacun notre responsabilité dans le processus. Ok. Alors, c'est frustrant parce que j'ai des milliards de questions. D'ailleurs, si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas, je mettrai la priorité sur vos questions à vous par rapport aux miennes. Alors, tu parles de normes. Il doit y avoir des quantités de choses à savoir de façon assez infinie. Tu nous parles de système informatisé et tu es biologiste. Tu as eu des formations voilà, en réglementation, en informatique, c'était sur le tas. Comment ça fonctionne? Alors, un peu de tout. Un peu de tout. Donc ça repart du coup un peu sur toute mon histoire, qui est quand est-ce donc je faisais des petits verres fluorescents. Ces petits verres fluorescents, je les regardais au microscope et je les prenais en photo. J'aurais dû faire un Insta, c'est élégance à ce moment-là, mais Instagram n'existait pas encore ou n'était pas connu, donc j'ai raté ma chance. Et du coup, j'ai adoré faire des images scientifiques. Et c'est aussi l'occasion que j'ai eue à UCB, c'est de refaire de l'imagerie avec un équipement un peu particulier puisque c'est un nouvel équipement. Et donc, je travaillais à la fois avec le fabricant de cet équipement pour optimiser son logiciel à la fois d'imagerie, donc d'acquisition et de retraitement des images, et aussi en interne avec une équipe pour justement nous permettre de faire de la co-analyse avec des résultats justement du département d'immunologie qui faisait donc des immunomarquages sur les mêmes choses. Donc, on voulait comparer les deux méthodes et si on avait des différences. Et du coup, on travaillait sur le développement d'un logiciel qui nous permettrait de superposer des images de sources différentes. Donc en fait, alors je ne sais pas si tu t'en étais rendu compte que tu faisais des trucs un peu originaux comme ça, un petit peu qui pourraient être jugés annexes, et finalement ça ressemble presque au métier que tu fais actuellement, ce que tu as fait à l'époque. Exactement, puisque du coup j'ai commencé, en fait je l'ai fait mais sans savoir que je le faisais. C'est ça, c'est vraiment excellent. Ouais, c'est mon fil conducteur parce qu'effectivement d'autres choses à côté. Alors oui, j'aime bien l'informatique spontanément. Donc ça, c'est une première chose évidemment. Je ne suis pas fâchée avec mon ordinateur, enfin, sauf quand il ne veut pas ouvrir Zoom. Mais ça reste entre nous. Mais ça reste entre nous, personne ne le dira. Donc non, je ne suis pas fâchée avec les ordinateurs en général, j'ai pas de problème avec le matériel informatique. J'aime bien ça, mais en hobby, quoi. Enfin, je veux dire un peu en autodidacte. Et du coup, ce que je faisais en fait à UCB, c'est-à-dire de vérifier que mon nouvel équipement, il fonctionnait pareil que ce qu'on faisait avant, d'écrire ce que j'attendais du logiciel, de tester que ça faisait bien ce que je voulais. Ben, en fait, c'est mon métier aujourd'hui. Sauf que c'est un métier qui s'est élargi puisqu'en fait maintenant c'est plus moi l'utilisatrice, moi je vais à la rencontre des utilisateurs, je leur demande ce qu'ils veulent, quels sont leurs besoins et je synthétise tout ça dans un document qu'après on envoie au fournisseur pour faire notre shopping et donc après on choisit la solution et c'est là où moi je commence à vraiment à transpirer à grosses gouttes parce qu'il faut que je vérifie que la solution corresponde à toutes les exigences donc techniques des utilisateurs, réglementaires des autorités de santé et puis de préférence que ça fonctionne aussi à la sortie. Admettons. Parce qu'il y a des gens qui se permettent de vendre des logiciels ou des trucs autres qui ne respectent pas les normes. Alors non, c'est-à-dire que les normes, alors surtout en VSI, on a quelques textes de référence et en fait justement ils sont extrêmement courts, enfin ils sont très synthétiques. Ok. Donc il y a une part d'interprétation de ces textes. Ok. Ouais. Et donc en fait ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable d'argumenter notre propre interprétation de ces textes. Alors, attention, on ne va pas dans les interprétations farfelues. Hein. On ne dit pas oui, non, ça ne correspond à rien, mais du coup, on s'est dit que ce n'était pas trop grave. Ça ne marche pas, ça. Selon des indices, on peut penser ça, ça paraît raisonnable et donc Voilà. estime que ça On c'est vrai. essaye, il y a des choses qui sont, en fait, par exemple, il y a une exigence de traçabilité, c'est-à-dire que, en fait, on doit pouvoir identifier la personne qui est en train de faire une action avec l'ordinateur. Donc ça, c'est très simple. Ça va être exactement ce que vous avez fait en vous connectant avec Zoom. Vous allez, il faut que le système, il vous reconnaisse avec un nom, donc un identifiant unique, donc votre nom, prénom, le matricule, les initiales, enfin, en tout cas, qui vous identifie. Et donc ça, c'est par exemple, c'est pas lié à interprétation. Mais
la méthode d'identification, comme je dis, si on dit oui, mon nom, on identifie avec le matricule, puisqu'on a un fichier de gestion du personnel qui dit que le matricule untel, c'est telle personne, on sait qui c'est, donc ce n'est pas une exigence aussi claire que nom-prénom. Et ça, du coup, ça se transpose à des choses beaucoup plus compliquées. J'imagine. Ok, en tout cas, l'exemple, ça présente bien ce que tu voulais nous expliquer. J'ai une autre question. Donc, j'ai l'impression que dans ton travail, il y a un côté, alors je m'entends routine, entre guillemets, où il y a un besoin d'un client, tu vas identifier le logiciel qu'il faut, tu fais les vérifications, tu installes, tu vérifies que ça fonctionne, machin, machin. Mais tu parlais aussi de problématiques. Il y a aussi des moments où on te demande d'intervenir, de dire, là, on a eu un gros problème de sécurité, je ne sais pas, d'information qui a circulé, et tu vas toi vérifier où était le problème. Alors non, moi, j'interviens pas directement. Ça, c'est le rôle de l'IT, d'aller chercher les Le fuites. rôle de qui? De l'IT, donc de l'informatique. D'accord, ok. Donc oui, c'est un peu plus, le rôle du service informatique d'aller creuser en cas de fuite de données ou en cas, à l'inverse, là, avec les confinements, il y a eu énormément de failles de sécurité et d'entreprises qui ont subi des cyberattaques. Ok. Donc là, en général, on va plutôt envoyer des gens qui sont informaticiens, qui vont, ou même des experts, hein, qui vont venir, qui vont intervenir sur ce sujet. Moi, j'interviens vraiment après, en fait. Alors, je peux intervenir si, par exemple, il y a eu un problème effectivement de configuration, qu'il y a un problème sur le poste, qu'il faut le remplacer. Je vais intervenir dans le sens où je vais vérifier que ce qu'on remet en place derrière, ça assure toujours le même travail avec le même niveau de qualité. Ça marche, ok. Écoute, ça me paraît clair. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Qu'est-ce que tu aimes bien dans ton travail? Parce que là, on n'est plus avec des petits verres fluorescents, on n'est plus... voilà. Alors, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est qu'en fait, justement, je suis à l'interface souvent entre deux services qui ont parfois du mal à se parler. Donc, moi, c'est ce que j'appelle les utilisateurs. Les utilisateurs, ça peut être des gens en recherche et développement, des gens du contrôle qualité ou des gens de production. Donc, il y a plusieurs services qui ont des problématiques différentes et qui sont encore, eux, dans le milieu, alors pas forcément recherche fondamentale, mais qui sont encore dans le milieu scientifique de recherche. Donc, à chaque fois, moi, je vais avec toutes mes petites questions. Et c'est quoi ton métier? Et tu mesures quoi avec ton équipement? Et pourquoi tu veux cette information? Et à quoi ça sert? Et ça va où? Et qui c'est qui vérifie? Et pourquoi ça part là-bas? Et vous, là-bas, vous faites quoi avec l'information? Je me verrais bien poser toutes ces questions. Mais pourquoi? Mais comment? Mais... Mais pourquoi? Mais comment? Et ça va où? Et qui les regarde? Et il faut que ça ait quelle tête? Enfin, voilà. Donc ça, c'est mon contact avec les utilisateurs. Bon, en général, j'essaie de leur poser un peu moins d'un coup, hein, parce que sinon, je les noie. Donc, c'est pas une bonne idée. Mais du coup, ça me permet de voir aussi plein d'équipements différents. J'ai découvert des équipements, je ne savais même pas que ça existait. Mais donc, c'est super cool tous les jours. Un nouvel équipement, une nouvelle découverte, un nouveau truc qui était inconnu au bataillon. Donc ça, c'est top. Et le deuxième truc que j'adore, c'est effectivement cette interface avec le service informatique. Parce qu'en fait, généralement, les informaticiens, les utilisateurs, ils ne se comprennent pas très bien. Et du coup, servir d'interprète et pouvoir répondre aux questions à la fois techniques et réglementaires des deux services, je trouve que c'est super. Excellent. J'adore. Pour le premier point, tu as dit, j'ai identifié peut-être le côté un peu relationnel. Voilà, tu vas rencontrer des gens, etc. Le côté scientifique, voilà, si c'est en lien avec la santé, l'industrie pharma, tout ça. Et le côté un peu, t'es un peu la traductrice entre deux mondes. Exactement. Et du coup, je me sens utile quand à la fin, mon utilisateur, il a un système qui lui donne entière satisfaction et que tout s'est bien déroulé. Ça aussi, c'est super quand on voit un projet de A à Z, parce que c'est pas toujours le cas. Quand on voit vraiment le projet de A à Z, franchement, c'est super quand à la fin, on laisse notre utilisateur et il sait se servir de son système parce qu'on a répondu vraiment à ses besoins. D'accord, excellent. Alors, des questions qui arrivent, je garderai les miennes pour plus tard. Nous avons Johanna qui demande, voilà, est-ce que tu relèves des difficultés, des contraintes particulières par rapport à ton métier?
Alors, au niveau des difficultés et des contraintes, je vais être directe. La première contrainte, c'est que vous n'avez pas de lieu de travail fixe. Si vous voulez aller pointer tous les jours au même endroit pour les 10 prochaines années, ne devenez pas consultant. Je fais ce métier depuis 2018. J'ai fait 10 ou 12 entreprises. D'accord. Parce que donc à chaque fois, tu vas être par exemple sur une entreprise pour les durées sont connues ou pas? Ou on te dit tiens, ça va être à peu Alors, près 6 mois là-bas, mais en fait, on ne sait pas. Alors, en général, les clients ont une demande précise. Donc, ma société évalue la charge que ça représente et leur propose un certain nombre de jours. Alors, moi, je ne l'ai pas précisé. C'est pareil, en termes de consultants, il y a plusieurs régimes. Il y a les indépendants, il y a ceux qui sont en portage salarial. Et moi, je suis salariée de mon entreprise. Ce qui veut dire qu'entre deux missions, je conserve ma rémunération, même si je ne suis pas chez un client. Alors, mon entreprise, dans ce cas-là, me demande d'avoir des activités pour eux, ce qui est normal puisqu'ils Ouais. m'emploient, donc je dois travailler pour eux. Et autrement, du coup, les clients, c'est en fonction de leurs besoins. Il peut y avoir un besoin, donc vraiment un besoin qu'ils aient quelqu'un qui sache faire de la VSI, qui vienne les guider pour mettre en place cette démarche-là dans leur entreprise, donc qui leur établissent un peu les grandes lignes et les trames, et où ils peuvent avoir simplement besoin d'un renfort ponctuel. Dans ce cas-là, on est un petit peu remplaçant, on est un petit peu intérimaire de luxe, mais enfin bon, on est censé démarrer tout de suite, quoi. C'est quand même de l'intérimaire très qualifié à ce niveau-là. Carrément. Alors, je pense que c'est très bien que tu le montres en quoi ça peut être une contrainte. Après, si on n'a pas envie pendant 10 ans d'aller faire le même trajet, d'aller au même C'est endroit, c'est C'est un génial. avantage. C'est Ouais. un avantage. Mais oui, voilà. Alors du coup, l'autre difficulté qui peut être rencontrée, c'est que quand on est consultant, généralement, on fait du conseil, c'est-à-dire qu'on ne peut que conseiller nos clients. On ne peut C'est-à-dire pas. qu'on peut décider de faire autre chose, hein, c'est là où tu veux en venir? Ouais, on est force de proposition, on Oui. propose des choses, mais parfois le client décide de partir dans une direction totalement différente. Ah, je me reconnais complètement avec je leur dis de faire des trucs et ils font autre chose. Non! Il faut respirer par le nez et puis sourire parce que ça reste le client. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça arrive quand même, on va pas se mentir. Donc, il faut rester calme dans ces situations, pas le prendre personnellement. Et puis voilà, enfin, on reste force de proposition. Si le client nous écoute pas, c'est son choix, sa décision. Exactement. Alors j'ai, une ou plusieurs questions de Pierre, qui s'interroge sur la transition. Comment concrètement tu vis le fait que voilà, tu étais en Belgique, voilà, en biologie, tu débarques sur ces histoires de je suis placée chez un client pour ces systèmes informatisés. Est-ce que ça, son chef actuel qui a décelé le potentiel qu'elle ne mesurait peut-être pas pleinement? Euh, Ok, en gros, elle peut, alors si j'essaye de reformuler, est-ce que tu as eu l'impression de faire peut-être des efforts sur certaines choses? Est-ce que ça a pris du temps ou est-ce que tu t'es senti dans le bain rapidement? Euh, Alors, il y a eu effectivement, je vois le chef, je vois la mention du chef. Alors je suis très triste parce que j'ai changé, alors moi j'appelle ça mon manager. J'ai changé de manager plusieurs fois, j'ai changé de société de conseil aussi, entre-temps. Donc, mon premier manager qui a travaillé avec moi, m'a quittée, en 2020, donc j'étais très, très, très triste. Mais oui, effectivement, à l'époque, j'ai intégré une société où ils privilégiaient la capacité de communiquer. Ils regardaient vraiment en fait la personnalité et la manière d'interagir en entretien, parce que c'est important quand on va intégrer une entreprise, il faut qu'on démarre très vite. Donc, les premières minutes rencontres avec les clients sont très importantes, donc ils jugent énormément la personnalité. En fait, c'est ce qu'ils appellent le savoir-être. Le savoir-être, ça s'apprend beaucoup plus difficilement que le savoir-faire ou que les techniques. Donc, ils je te misaient plus remercie. sur la personnalité des gens. Bon, un petit peu sur le bagage technique aussi, on va pas se mentir. Je sortais de pharma, ça a aidé. Mais il y a des... Alors moi, je fais de la VSI, mais comme on l'a dit au début, il y a
des consultants dans tous les domaines. Donc, vous pouvez vous faire recruter pour aller faire vraiment du consultant en life science, en rédacteur, essayer aussi, comment ça s'appelle cette profession? Ouais, je suis désolée pour ceux que je connais, les MSL. Oui, Donc, Medical Science voilà. Liaison, CF Alliance 2, les amis. Voilà. Donc, en fait, il faut que chacun trouve en fait son secteur, je vais dire, de prédilection. Mais en consulting, c'est quand même très important, effectivement, le savoir-être. Voilà. Des fois, on arrive, là, je suis chez un client, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, donc depuis minimum 5 ans, qui ont leur routine, qui connaissent les trucs, qui ne pensent pas toujours à dire la petite nouvelle, où trouver l'info, comment trouver l'information. Donc, il faut être avenant et être capable aussi d'aller demander l'information. Si vous êtes tout timide et que vous attendez que ça vienne, ce ne sera pas forcément un bon match. Ouais, effectivement, parce qu'il faut découvrir tout un nouvel univers, il faut s'adapter, mais aussi provoquer l'adaptation avec les questions, etc., quoi. Exactement, ça va dans les deux sens. Excellent. J'étais en train de me demander, on va devoir conclure, mais alors à moins qu'il y ait encore une question, je case rapidement la même et on voit si on conclut ou si encore une dernière question absolue. Est-ce que tu penses que tu pourrais exercer ton métier actuel si tu n'avais pas fait ton VIE? En gros, direct après la thèse ou voilà. Alors, peut-être pas directement après la thèse. Pourquoi? Alors, parce que justement, j'ai eu toute cette expérience de participation au développement du logiciel et de l'échange avec le fournisseur. Cela dit, si j'avais eu une opportunité sur un poste un postdoc ou quoi que ce soit d'autre de position un peu similaire, j'aurais, à mon avis, pu y arriver. Ok. Mais voilà, c'est vraiment par rapport au contenu technique, je ne serais pas forcément venue à la VSI aussi simplement. Ouais, je vois bien avec cette histoire de logiciel. Alors, je vais quand même dire que j'ai un copain qui veut m'embarquer pour devenir testeuse de logiciels, mais du coup, plus largement que pour les industries de la santé. Mhm. Et que pour le coup, ça pourrait être quelque chose que j'aurais pu faire aussi, ça, à la sortie de ma thèse, et que donc je serais peut-être venue d'une manière ou d'une autre à faire quelque chose comme ça. Ok. Et alors, comme il n'y a pas d'autres questions qui sont apparues, je profite des dernières secondes ultimes parce que tu as participé à ce développement logiciel entre guillemets sans t'en rendre compte. Et du coup, tu en avais parlé quand même dans ton CV parce que du coup, c'était une compétence qui a l'air assez clé dans ton poste. Tu l'avais fait. Alors, en fait, dans mon CV, elle est rédigée, je crois, sur mise en place d'une plateforme d'imagerie. Ok. Voilà. Et en fait, il y a eu effectivement l'aspect logiciel, mais il y a quand même eu effectivement l'aspect de mise au point sur ce nouvel équipement, le travail en collaboration avec l'autre équipe. Donc, en fait, cette expérience, elle est plus large que simplement cette participation-là. Ça a été une globalité, hein. C'est pour ça que je Oui, mets j'imagine. l'ensemble en avant et pas que. Après, j'ai eu aussi, je travaillais sur des bases de données pour saisir mes résultats. Voilà, ça aussi, c'était c'est dans mon résumé, mais ça n'est pas forcément comme ça. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément hyper fan de comment marche la base de données. Enfin, on ne va pas tous prendre le café avec le gars qui gère la base de données pour lui demander comment elle marche, hein. Ouais, je vois bien. Bon, et j'ai encore des questions, mais tu sais quoi, je te les mettrai sur YouTube ou sur le post quand on annoncera le replay. En fait, moi, je trouve ça trop court. On se demandait si on ne sait pas trop long, mais voilà, moi, j'ai encore plus de questions. Mais on a déjà une bonne idée. Alors, n'hésitez pas il y avait Laura et peut-être d'autres personnes si vous avez envie de creuser. N'hésitez pas du coup à aller voir les intitulés des offres d'emploi, voilà, consultant BSI. S'il y a des listes de tâches, ça pourra aussi peut-être voilà, apporter des petites infos complémentaires au témoignage de Cécile aujourd'hui. Cécile, je te remercie beaucoup. Merci à toi encore une fois. Si vous avez des questions spécifiquement sur la VSI, pensez à moi. Vous pouvez Je mettrai n'hésitez ton pas, non, mais même de manière plus générale, je répondrai avec plaisir à vos questions. Vous me trouverez sur LinkedIn facilement.
Ok, super. Tout le monde a l'air très content. Voilà, donc Cécile tend la perche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers elle. Si vous revenez vers moi ou Résalliance en général, on lui retransmettra. Comptez sur nous. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me régale à chaque fois. Je me dis, de toute façon, ça me plaît. On ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement. Peut-être, qui sait, dans quelques années. Bon après-midi à tous. Si tu vas devoir prendre ta salle, je te remercie encore. On va devoir raccrocher. Oui. Merci, flamme, 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 petit cœur. À très bientôt. La prochaine, c'est dans 3 semaines, 1 mois. Enfin bref, vous verrez bien. Je fais mon petit teasing sans trop d'infos. À bientôt, Cécile. Merci et puis à bientôt. Bonne journée à tous. Merci à toi et bye bye tout le monde. Salut. À la prochaine.